Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. On ouvre avec notre focus comme toujours, parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille et surtout au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis pour notre sujet du jour, on les dit exigeant, infidèle, parfois même un peu désengagé. C'est une génération qui arrive sur un marché du travail sous pression, une génération qui utilise massivement l'intelligence artificielle, qui ne rêve plus forcément de CDI, mais qui attend beaucoup, peut-être plus que jamais, de son travail. Alors, qui sont vraiment ces jeunes qui arrivent sur le marché en 2026 ? On en parle avec notre invitée du jour, Juliette Laborie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Job Teaser. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec le Clémy qui vous propose bien évidemment un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en Non, plein niveau. on avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina? Oh non, c'est Juju? Pourquoi il y a plus de ici? Oh non, c'est noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'ils jouent en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Allez, sur un tout autre sujet, ils postulent mais abandonnent en cours de route. Ils utilisent l'intelligence artificielle mais refusent d'être évalués par elle. Ils veulent travailler mais pas à n'importe quel prix. Avec d'un côté des entreprises qui peinent à recruter et de l'autre des jeunes qui peinent à se projeter. Entre les deux, un malentendu qui semble s'installer durablement. Alors on va essayer d'aller au-delà de tous les clichés aujourd'hui avec mon invité. C'est tout de suite dans le talk. Et cette invitée, vous allez le voir, elle était plutôt bien positionnée pour parler de ce sujet. C'est Juliette Laborie, directrice générale de Job Teaser. Alors Juliette, forcément, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que Job Teaser, on en a tous plus ou moins entendu parler. On connaît au moins le nom, mais parfois on ne connaît pas tout à fait ce que vous faites. Et la tradition dans cette émission, c'est un petit pitch de 30 secondes pour présenter votre entreprise. Donc je vous laisse présenter Job Teaser. Bah, merci beaucoup et je suis ravie d'être là. Plaisir partagé. Donc Job Teaser, effectivement, j'espère que tout le monde connaît, en tout cas dans l'audience de cette chaîne. Nous, ce qu'on est, c'est une plateforme de mise en relation entre des étudiants et des jeunes diplômés et des employeurs potentiels. Et en fait, la particularité de Job Teaser, c'est qu'on le fait par le biais des services carrières des écoles et universités. Donc, en gros, et sans m'avancer trop, quand vous vous connectez dans n'importe quelle école ou université, presque n'importe quelle en France, la plateforme à laquelle vous vous connectez dans votre intranet de votre service carrière, ça va être Job Teaser derrière. C'est une spécificité parce qu'en fait, ça fait vraiment un ancrage très fort dans ce monde universitaire et académique. On fait vraiment le pont entre le monde académique et le monde professionnel pour aider les étudiants à faire cette transition-là. Pour la petite histoire, Job Teaser, c'est une entreprise qui existe depuis 2008, qui a été créée donc par deux nos cofondateurs, donc Nicolas et Adrien, qui eux-mêmes étaient en train de sortir de leur transition professionnelle, de leur transition vers le monde professionnel, et qui se sont dit qu'en fait il y avait un vrai sujet de connaissance, de compréhension et de mise en contact entre les étudiants et le monde professionnel. Donc ils ont commencé d'abord par faire des vidéos de présentation des métiers avec plusieurs entreprises. Et petit à petit, en fait, ça a évolué vers ce besoin où on s'est dit, en fait, c'est pas simplement présenter l'entreprise aux étudiants, c'est aussi vraiment faire le lien de façon très active entre ce que l'école et l'université va leur apporter
et ce que l'entreprise a à leur expliquer, à leur présenter pour qu'ils puissent trouver leur voie. Alors, vous l'avez dit, un job teaser, ça existe depuis 2008, donc forcément, vous avez maintenant une certaine expertise sur ces sujets. Vous avez forcément vu les évolutions aussi du monde à la fois éducatif et du monde professionnel. Vous avez dû évoluer avec eux aussi, j'imagine. Alors, tout à fait. Déjà, donc effectivement, entre l'entreprise qui faisait des vidéos de présentation de marque employeur et ce qu'on est aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment vraiment, comme je le disais, cet ancrage où, quand je dis qu'on est présent dans les écoles, on est vraiment le logiciel qui permet aux services carrières d'administrer leur activité. Donc, quand ils vont organiser des événements, quand ils vont organiser des rendez-vous carrières, c'est par le biais de notre plateforme. Donc, on a cet aspect très ancré, très en phase avec les besoins aussi des écoles et les évolutions de l'enseignement supérieur, et qui ne sont pas mineures, ces évolutions sur les 20 dernières années. Et aussi, on a donc cette plateforme tournée vers les recruteurs et on suit beaucoup les évolutions du recrutement, avec notamment Alors depuis 20 ans, je pense qu'on peut parler de digitalisation, de numérisation, avec des déploiements d'outils, toutes choses sur lesquelles on est aussi monté en compétences pour accompagner le marché. Bon, alors maintenant qu'on a bien compris ce que vous faites chez Job Teaser, j'aimerais qu'on parle un petit peu des différentes études que vous avez pu faire ces derniers mois pour parler justement de cette insertion professionnelle des jeunes. Et j'aimerais qu'on parle déjà du contexte, c'est-à-dire celui du chômage, du taux de chômage des jeunes. Et il faut dire que de ce côté-là, ils ne sont pas forcément aidés, puisque selon les derniers chiffres de l'INSEE, 21,5% des actifs des 15-24 ans sont à la recherche d'un emploi, une proportion qui a, qui plus est, augmenté de 2,4 points par rapport au dernier trimestre de 2025. Est-ce que le système français, il a un problème structurel avec l'emploi des jeunes ? Alors, je pense qu'on peut le dire effectivement, parce qu'il suffit de se comparer peut-être à d'autres pays européens pour se rendre compte que c'est quelque chose qui est assez spécifique au marché français. Alors, il peut y avoir des taux de chômage élevés des jeunes également en Europe du Sud, mais où ils sont en baisse beaucoup plus forte que ce qu'on peut voir en France. Et il faut regarder cette réalité-là en face, parce que c'est quelque chose qui n'est pas conjoncturel. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Le sujet, du coup, c'est vraiment un sujet de comment est-ce que on rend cette rencontre entre le jeune, on va dire le jeune diplômé notamment, et l'entreprise la plus facile, la plus pertinente possible. En fait, il y a des sujets structurels, des sujets évidemment réglementaires, mais on a fait beaucoup aussi dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Pour nous, c'est vraiment, ce qu'on voit en tout cas nous, c'est vraiment cette idée de matching, qui est d'assurer que l'offre et la demande d'emploi, puisqu'on parle de ce type d'équilibre, se fassent au bon endroit, au bon moment. Il y a un sujet de connaissance, il y a un sujet de mobilité aussi, c'est tout bête, mais la mobilité géographique en France, c'est pas quelque chose qui est aussi facile que dans d'autres géographies. Tout ça, nous, en fait, ce qu'on peut faire là, c'est donner à voir aux jeunes les opportunités qu'ils peuvent avoir. Alors ça peut être des géographies, ça peut être des secteurs. Et pareil, aller dire aux entreprises, en fait, vous pouvez aller recruter des jeunes peut-être dans d'autres bassins que ceux dont vous avez l'habitude. Enfin, nous, on est là pour apporter de la fluidité dans cet écosystème-là, qui en manque effectivement cruellement de façon assez structurelle. Vous avez évoqué le fait que par rapport à certains de nos voisins, la France n'était pas forcément un très bon élève sur le taux de chômage des jeunes. J'ai des chiffres, là aussi. L'Allemagne, elle est à 7,1%. Les Pays-Bas à 9,3%. Donc, ils sont quand même loin derrière nous. Est-ce qu'il y a des points dont on doit s'inspirer, justement, de nos voisins ? Alors, pour remettre les choses un tout petit peu en perspective, ce sont aussi des marchés où le chômage global est structurellement un petit peu plus bas. Donc, il y a un effet aussi où on souffre de ça. Mais il ne faut pas se voiler la face, effectivement. Il y a une petite réticence effectivement autour de l'emploi des jeunes en France, qui est très vite perçue comme un aspect, autour de... Il y a pas mal de sujets autour de la rigidité de nos systèmes réglementaires, etc., qui peuvent monter sur le fait que ce serait très engageant d'employer notamment, d'aller recruter beaucoup de jeunes dans un monde où le contexte économique est compliqué et les entreprises peuvent être assez frileuses de ce point de vue-là. Il existe aux Pays-Bas ou en Allemagne, par exemple, des mécanismes qui permettent de fluidifier un petit peu tout ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait de différence effectivement si structurelle que ça entre la façon dont le marché du travail est structuré. C'est plus une question de culture, de pratique
et encore une fois de connaissances mutuelles et de qu'est-ce que ça veut dire employer des jeunes, comment on considère un premier emploi en tant qu'employeur, c'est-à-dire que le fait d'accueillir quelqu'un qui n'a pas d'expérience, effectivement, c'est un pari, parce qu'on va recruter un potentiel. Et peut-être qu'on peut, sans faire trop de généralité, mais peut-être qu'on peut tendre en France à avoir envie d'avoir de la certitude quand on va embaucher quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va se dire, en fait, je veux, enfin, on le connaît tous, je veux un stagiaire qui ait déjà 3 ans d'expérience. En fait, c'est pas possible. Et donc, il y a un vrai sujet aussi un peu culturel et de comment on structure l'entreprise pour accueillir et tirer le meilleur parti de ces potentiels-là. Et nous aussi, pareil, on essaye d'aider les entreprises lorsqu'elles recrutent à recruter au mieux les potentiels qui vont le plus être en adéquation avec leurs besoins pour que ça se passe le mieux possible. J'imagine qu'il y a des secteurs qui sont aussi plus touchés que d'autres par ces questions, justement, de ne pas forcément faire confiance à une personne qui n'a pas d'expérience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché aussi sur lequel, c'est pour ça que je parlais de généralité tout à l'heure, il faut se méfier parce qu'en fait, on voit des situations extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'on va avoir des industries, notamment en ce moment, qui sont submergées de candidatures. Parce que, par exemple, on peut parler du marketing. Marketing, il y a une espèce de conjonction de facteurs qui font que, en ce moment, c'est vraiment... les entreprises, notamment celles qui ont un petit peu pignon sur rue, qui sont connues, vont avoir des flots de candidatures. Pourquoi ? Parce que, le marché est compliqué. Deuxièmement, il y a un chiffre qui moi, me frappe toujours, c'est qu'entre 2003 et 2025, on a multiplié par 3 le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur en école de commerce, marketing, etc. Est-ce que les besoins du secteur se sont multipliés par 3 en même temps? On peut se poser la question. Et donc, dans ces secteurs-là, c'est effectivement un sujet donc là, ce qui va faire qu'ils vont attirer beaucoup, ça va être une marque employeur forte, donc des entreprises qui sont connues, et encore une fois, pléthore de candidats et de diplômés qui ont besoin de trouver. En face de ça, on va avoir des entreprises des secteurs où ça va être beaucoup moins le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment, et encore aujourd'hui, des secteurs, voire des métiers qui ont du mal à recruter. Et des entreprises, par exemple, pour continuer sur mon exemple, des entreprises, par exemple, dans le luxe, qui sont submergés de candidatures dans leur domaine d'activité pour lesquels ils sont connus, à savoir le marketing, par exemple, ou tout ce qui va être créatif, etc., vont avoir énormément de mal à recruter des ingénieurs ou des développeurs, parce qu'ils ne sont pas perçus comme ça. Les secteurs qui sont vraiment en tension, où il y a des pénuries de candidats, ça va être tout ce qui va être la cybersécurité, l'industrie, la défense aussi, où il y a beaucoup de besoins et pas forcément autant de candidats. Enfin, finalement, les choses on voit assez nettement des situations très différentes se dégager. Alors bon, en même temps, j'ai envie de dire, là, on a vu un peu l'aspect négatif, mais on le rappelle, et ça, vous l'avez dit vous-même, que finalement, cette génération, elle n'est pas plus malmenée qu'une autre, puisque le taux de chômage en 1985, il était égal pour les jeunes à ce qu'il est aujourd'hui. Et puis globalement, sur les 40 dernières années, finalement, il a toujours oscillé entre 15 et 25%. Donc, cette génération-là dont on parle aujourd'hui, la génération Z et puis la génération Alpha qui va tout juste arriver sur le marché du travail, elles ne sont pas plus en difficulté finalement que les autres. Elles ne sont pas plus en difficulté. Il y a des sujets en ce moment qui sont compliqués autour du coût de la vie, en fait, qui n'a pas été en se diminuant. Donc, le coût du logement, notamment, c'est un vrai sujet. Enfin, quand on parle de génération qui pense qu'elle n'accédera jamais à la propriété, par exemple, c'est un vrai phénomène. Donc, il ne faut pas minimiser le fait que ce soit compliqué pour eux. Ce que je trouve aussi inquiétant dans la façon dont ça se passe, c'est que ça, je pense, impacte beaucoup le rapport au travail de ces générations-là, et que c'est dommage, parce qu'en fait, commencer sur le marché de l'emploi avec des expériences qui sont peut-être compliquées, qui sont pas forcément positives, avec des moments de recherche très très longs, c'est pas le meilleur tremplin après pour se dire ok, le travail en fait c'est une source d'épanouissement, sachant qu'on en reparlera, mais c'est quelque chose qui est important pour eux. Justement, ce rapport au travail, on y vient, c'est une génération qui est régulièrement pointée du doigt par rapport justement à ce rapport au travail, flemmarde, pas très fidèle, rebelle parfois même. Et vous avez mené une étude chez Job Teaser sur ce sujet. Première question déjà, est-ce qu'on se trompe sur cette génération ? Quand on dit qu'ils sont flemmards et pas engagés, oui, on se trompe. En fait, c'est une génération qui... c'est simplement qu'elle
qu'elle est différente et qu'elle évolue par rapport aux générations précédentes. Ce qui est intéressant aussi pour mettre toujours les choses en perspective, c'est que tout ce dont on va parler sur les évolutions de la Gen Z notamment, c'est des choses qui sont vraies en fait de toutes les générations par rapport au travail. C'est juste que chez eux, c'est plus accentué et que comme c'est les derniers à être entrés sur le marché du travail, on a toujours tendance à pointer du doigt les petits nouveaux en disant mais ils sont comme ci et ils sont comme ça. En fait, par exemple, des choses autour de leur rapport à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Aujourd'hui, que vous ayez 25 ans, 35 ou 50, a priori, vous allez avoir un rapport différent à l'équilibre vie pro, vie perso que les gens qui avaient le même âge il y a 20 ans. Tout le monde avance un peu dans la même direction, qui est plutôt une direction saine d'ailleurs. Donc il faut se méfier du c'est eux et pas nous. Et après, ce qui est très intéressant, ce qui ressort, c'est que pour eux, le travail, c'est quelque chose qui reste très important. Ils sont 96% à voir le travail comme une source d'épanouissement personnel. C'est un chiffre qui est très marquant de cette étude qu'on a menée. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils considèrent... ils ont des raisons d'aller chercher... ils ont un rapport au travail qui, je pense, d'une certaine manière, met aussi en lumière des choses qui sont effectivement importantes et plutôt positives. C'est-à-dire que quand ils vont aller chercher un travail, les choses les plus importantes qu'ils vont aller chercher, c'est assez intéressant. La première, et c'est bien, ça remet un peu, les choses à leur place, la première chose qui va les inciter, ça va être la rémunération. C'est tout bête, hein, c'est normal. C'est normal, mais c'est vrai qu'on en parlerait. Voilà. On en parle très peu finalement lors des entretiens d'embauche. C'est presque. Et là, c'est culturel. Hein, c'est très français d'avoir un rapport à l'argent un petit peu difficile. Et en fait, c'est aussi assez. Ça remet les choses sur une relation contractuelle et ça met aussi les choses en lien avec le coût de la vie, etc. Donc ça, c'est leur premier point. Les deuxièmes choses qu'ils vont aller chercher, ça va être le lien avec l'équipe. Le fait d'être dans un environnement de travail qui soit bienveillant et agréable. Et ça, c'est un peu nouveau. Ça ne ressortait pas forcément autant dans les études avant. Je trouve ça assez intéressant. Et finalement, aussi signe d'une génération qui est peut-être assez consciente du fait que le travail, c'est avant tout un collectif humain. C'est-à-dire qu'on travaille toute la journée avec des gens qu'on côtoie. Et qu'être dans un environnement qui soit agréable, bienveillant, etc., c'est quelque chose qui est important. Ça me semble être plutôt sain. Et la troisième chose qui est importante pour eux, c'est le fait que ça leur permette de se développer. Et c'est intéressant, la partie développement, parce que, en fait, ça veut dire que c'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de grandir, de progresser, etc. Et ils sont très en demande de ça. Et il y a un aspect que je trouve intéressant, c'est que souvent, on pointe du doigt le fait qu'ils vont être très demandeurs d'évolution, ils vont au bout de... Et c'est vrai, ils ont une tolérance assez faible à la stagnation, peut-être qu'on pensera éventuellement à une promotion dans 3 ou 4 ans. Oui, clairement, ça, c'est une réalité. Mais si on regarde cet aspect-là sous un angle un peu plus positif, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent progresser, changer. Et ils veulent, oui, un témoignage du fait qu'ils ont progressé. Ils ont besoin de reconnaissance. Dans le monde du travail, cette reconnaissance, automatiquement, on tend à la traduire en j'ai envie d'une promotion, j'ai envie d'une augmentation. Mais il y a plein d'autres choses que l'entreprise peut aussi inventer pour donner de la progression et de la gratification. Ce n'est pas forcément des évolutions verticales. Au bout de 6 mois, tu vas passer manager, etc. Ça peut être, on va te donner des missions nouvelles. On va te mettre en position, peut-être, de coacher d'autres membres de l'équipe. Peut-être qu'en termes de gratification, on peut réfléchir évidemment à des gratifications salariales, mais peut-être que c'est des formations, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est une question aussi d'être, côté entreprise, ouvert à réfléchir et à avoir ce dialogue-là avec eux. Et justement, on va en parler en seconde partie d'émission de cette partie entreprise. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure d'aller sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Coller.
thing on the internet a few years ago, and I knew that I needed to try this thing out. That is hands down one of the coolest things I've ever experienced. This will get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then we'll ride the night when everything changes. You won't reply and we'll go back to strangers. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée, bien évidemment, Juliette Laborie, directrice générale de Job Teaser, avec qui l'on parle de cette nouvelle génération, la génération Z, qui arrive sur le marché du travail. Et on continue à en parler tout de suite en seconde partie d'émission. Alors Juliette, maintenant qu'on a un petit peu débunké tous les clichés autour de cette génération Z, on en arrive à un point clé. C'est le fait que c'est une génération qui ne rêve plus du CDI. 41% de vos répondants ont attesté que ce n'était plus un objectif pour eux. Vous observez aussi d'ailleurs que la durée idéale du premier job, c'est environ 17 mois, c'est-à-dire un petit peu plus d'un an et demi. Pourquoi si court ? Alors, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, je pense qu'il y a un principe de réalité, qui est que, on en a parlé juste avant, ils savent que le rentrer dans l'emploi risque d'être compliqué, et donc ils acceptent aussi de se dire que ça peut être très bien et très valorisant de commencer par un CDD et d'avoir peut-être des expériences plus courtes au début. Première partie. Seconde partie, ça va être qu'ils ont un rapport, on l'a dit, au temps, qui est un petit peu différent des générations précédentes, et que une expérience de 15, 18, 24 mois, déjà, ça leur semble quelque chose de tout à fait positif pour commencer une carrière avant d'aller faire autre chose. C'est vraiment un moment de découverte de l'emploi pour eux de ce point de vue-là. Alors, ça me permet d'ailleurs de revenir sur le fait qu'en janvier 2026, le MEDEF a encore lancé l'idée d'un contrat de travail spécifique pour relancer justement, entre autres, l'engouement autour du CDI, un CDI jeune, qui a donc pour objectif d'être plus flexible. Il pourrait être rompu plus facilement, que ce soit du côté de l'employeur comme du côté du salarié. L'idée, elle a été rejetée par le gouvernement. Mais vous, de votre expérience terrain, est-ce que ça vous semble une bonne idée, ce CDI jeune, ou est-ce qu'au contraire, ça risque d'accentuer la précarité de ce public ? Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'on manque d'instruments réglementaires ou administratifs pour régler ce problème-là. Personnellement, je ne pense pas que le problème soit sur les mécanismes qu'on a à notre disposition. Je pense qu'on a un marché du travail qui offre déjà, on l'a vu, on a des CDI, on a des CDD, on a des périodes d'essai aussi. On a pas mal de mécanismes déjà en place qui encadrent tout ça. Je pense que ça déplace un petit peu le débat qui est plus sur la façon dont l'entreprise peut accueillir ces publics-là. Alors justement, là, on en arrive au moment où on parle des entreprises et on va parler plus spécifiquement du recrutement. Parce que là, aujourd'hui, il y a un problème qui émerge, toujours selon les différentes études que vous avez pu mener. C'est le fait que les jeunes je ne sais pas si c'est le bon mot de dire ça, mais se découragent finalement face à la multiplication des étapes dans les processus de recrutement. Ça, vous nous en dites un mot ? Oui, alors effectivement, il y a une vraie tension, puisque ce qu'ils nous disent, eux, c'est que la durée idéale d'un processus de recrutement, pour eux, c'est 22 jours. Après 22 jours, ils perdent un peu confiance, voire ils vont se décourager. N'importe qui a déjà recruté en entreprise sait que réussir à faire atterrir un process en 22 jours, c'est
déjà un beau défi. Simplement ça, parce qu'il faut aligner les interlocuteurs internes, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir regarder en face. Et effectivement, encore en plus avec la multiplication des outils, notamment d'IA, qui permettent de faire gagner du temps à des recruteurs qui ont besoin de gagner du temps, ça peut devenir des process qui sont assez compliqués, effectivement de plus en plus longs, très dépersonnalisés aussi. J'envoie mon CV, je sais que le principal, il va être passé au crible d'une IA qui va peut-être le retenir sur des bases que je ne comprends pas très bien. Enfin, il y a un vrai mur un peu du process du recrutement pour cette génération-là qu'il ne faut pas minimiser, parce que ça leur fait effectivement perdre confiance pas mal. Et puis aussi, on l'a dit, donc c'est 52% des jeunes qui abandonnent quand un processus est trop long. Ça veut dire que ça aussi, ça a une répercussion pour les entreprises qui potentiellement perdent aussi des talents. Est-ce que ça, elles s'en rendent compte aujourd'hui? Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est à elles de s'adapter? Ou est-ce que c'est aux jeunes, finalement, de rentrer dans le moule et de comprendre que 22 jours, c'est peut-être un petit peu court? Comme souvent, je pense que c'est un peu des deux côtés. Il y a un aspect où l'entreprise, effectivement, vraiment, être recruteur aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'il y a ce sujet de l'inflation du volume de candidatures, notamment les étudiants, les diplômés, les candidats en général, utilisent de plus en plus d'IA eux-mêmes pour candidater. Donc en fait, ça crée aussi un influx de candidatures dans un monde où les budgets des équipes RH ne sont pas en croissance. Donc ils sont déjà sous pression pour gérer les flux qu'ils doivent gérer. Mais effectivement, ils ont potentiellement une déperdition de talent parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à tout le monde, parce qu'ils n'arrivent pas à faire suffisamment vite les choses. Donc pour moi, l'entreprise, elle a un peu une responsabilité, effectivement, de regarder ça en face et de s'adapter, de donner à ces RH les outils qui vont leur permettre de recruter mieux et de recruter plus vite, premièrement. Et là-dessus, il y a des choses où aujourd'hui, la technologie nous permet de faire des choses vraiment intéressantes, justement. Là, on est un peu dans un foisonnement où les outils partent un peu dans tous les sens, mais en fait, il y a des choses qu'on peut faire pour aller beaucoup plus vite trouver les talents qui sont pertinents, pour aller effectivement aller beaucoup plus vite à l'essentiel, qui est, encore une fois, à la fin, de faire se rencontrer un candidat et un recruteur au bon moment. Et côté étudiant, et juste pour répondre pour faire le deuxième côté, oui, il y a aussi une acculturation nécessaire pour comprendre en fait ce qui se passe derrière la candidature. C'est-à-dire, quand j'envoie ma candidature, qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça, c'est aussi quelque chose que les écoles et les universités peuvent et doivent aider à faire, c'est-à-dire aider leurs étudiants à comprendre en fait c'est quoi ce qui se passe derrière le rideau d'un process de recrutement et pourquoi ça peut prendre du temps. Et alors, pour rebondir sur ce que vous nous avez dit sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, 92% des étudiants utilisent l'IA pour leur candidature. Le paradoxe, c'est que 67% d'entre eux ne veulent pas d'IA en face pour les sélectionner. Alors, à quoi va ressembler le recrutement, selon vous, dans les 5 à 10 prochaines années? Alors, je pense qu'il y aura de l'IA dedans, quoi qu'il arrive, mais qu'en revanche, le sujet, ça va être de voir où est-ce qu'elle apporte vraiment de la valeur et où est-ce qu'elle nous en fait perdre. Je pense que moi, la façon dont j'interprète la réponse sur le fait qu'ils ne veulent pas d'IA en face, c'est qu'ils ne veulent pas d'un process de recrutement qui soit déshumanisé. Ils ne veulent pas être recrutés exclusivement par une IA. Ce qui se comprend et ce qui, par ailleurs, est illégal. C'est-à-dire que l'IA Act, notamment en Europe, l'IA Act est très clair sur le fait que la décision ne peut pas être prise par une IA. En revanche, une utilisation raisonnée d'outils d'IA pour aller améliorer un CV, une lettre de motivation, pourquoi pas? C'est très utile et au contraire, un étudiant, quelqu'un de 20 ans aujourd'hui qui me dit « je n'utilise absolument pas d'IA », ça peut être un peu inquiétant pour ses perspectives dans le monde du travail. En revanche, encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'est une candidature qui va être améliorée par de l'IA, mais qui ne va pas être écrite par de l'IA. Et pareil en face, c'est un processus de recrutement qui doit être amélioré par de l'IA, pas remplacé par de l'IA. Bon, on l'aura donc compris aujourd'hui dans cette émission, tout est question d'équilibre. Merci beaucoup Juliette Laborie d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Job Teaser. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit encore une fois cette émission. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec grand plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.